Sous la surface de la Terre vit une cabale d'anciennes créatures géantes semblables à des dieux. La seule chose qui les empêche de remonter et de détruire nos sociétés est un sacrifice humain régulier. On découvre que plusieurs laboratoires secrets ont été établis à travers le monde pour mener ce processus. Ils trouvent et sacrifient des centaines de jeunes chaque mois pour apaiser ces êtres divins. Dans l'un de ces laboratoires situés aux États-Unis, l'ingénieur Steve se plaint de sa vie maritale à son collègue Gary. Le duo se dirige vers ses postes de travail lorsqu'il est interpellé par la chimiste en chef du laboratoire, Lynn. Elle leur révèle anxieusement qu'un laboratoire similaire situé à Stockholm a échoué dans sa mission. Il leur revient désormais, ainsi qu'au laboratoire japonais, de remplir leur quota de sacrifices humains. Bien que choqué par la nouvelle, il rassure Lynn en lui disant qu'ils ne vont pas échouer. Ailleurs, sur un campus universitaire voisin, Dana prépare son sac pour un voyage prévu ce week-end. Elle est bientôt rejointe par ses deux meilleurs amis, Jules et son petit ami Kurt. Le trio charge ses bagages dans un camping-car. Peu après, d'autres membres du groupe les rejoignent, Marty, un fumeur invétéré, et Holden, un étudiant en échange. Kurt prend le volant et il se dirige vers la cabane de son cousin située dans une forêt proche. Aucun de ces étudiants ne se doute qu'ils sont sur le point de devenir les prochains sacrifiés. Sur la route, le groupe traverse un tunnel de montagne, ignorant qu'il entre dans un dôme invisible à sens unique. Ils finissent par arriver à destination et commencent à déballer leurs affaires. Holden entre dans sa chambre et remarque une peinture inquiétante représentant un cheval écorché. Troublé, il retire le tableau et découvre qu'il cache un miroir à sens unique. De l'autre côté se trouve Dana, qui est en train de se changer dans sa propre chambre. Holden montre rapidement le miroir au autre et échange de chambre avec Dana. Vous pouvez m'être regardé m'être changé si vous voulez, ça ne m'être dérange pas. Au laboratoire, Steve et Gary observent les jeunes à travers les caméras dissimulées dans la cabane. Ils font les derniers préparatifs pour le début du rituel sacrificiel. Pendant ce temps, les étudiants organisent une petite fête en sortant de l'alcool et en mettant de la musique. Ils jouent à « Action ou vérité » et c'est maintenant au tour de Dana. Juste au moment où elle choisit « Action », une trappe secrète s'ouvre brusquement derrière eux. Alors que le reste du groupe est sous le choc, Jules met Dana au défi d'y entrer. Cette dernière refuse de passer pour une peureuse et prend une lampe torche pour explorer la cave. Elle découvre que celle-ci est remplie d'antiquités bizarres ayant appartenu aux précédents propriétaires. Bientôt, le reste du groupe la rejoint et explore l'étrange pièce. Dana trouve un vieux journal et tout le monde se regroupe autour d'elle. Il s'avère que ce journal appartenait à une certaine Anna Patience Buckner, qui vivait en 1903 avec sa famille sadique dirigée par le patriarche John Buckner. Au moment où Dana lit les dernières lignes du journal, les cadavres de la famille Buckner se relèvent mystérieusement d'une tombe proche. Plus tard dans la nuit, Marty, qui est sous l'emprise de la drogue, confie à Dana que quelque chose d'étrange se passe. Il ne comprend pas pourquoi Jules se comporte comme une blonde stupide alors qu'elle est d'ordinaire brillante. Kurt, lui aussi, semble avoir été transformé en un sportif stéréotypé, alors qu'il est en réalité un étudiant en sociologie avec une bourse académique complète. Il émet l'hypothèse que quelqu'un tire les ficelles de leurs actions. « Je n'aime même pas fumer », dit-il, mais Dana ignore ses réflexions. Pendant ce temps, le jeune couple commence à s'embrasser dans la forêt, ignorant qu'un groupe d'hommes les observe depuis une salle remplie d'écrans. Les ingénieurs diffusent des phéromones artificiels et éclairent un sentier menant à une clairière pour encourager leur rencontre. Tous les employés du laboratoire les regardent faire l'amour sur le sol. C'est alors que les Buckner surgissent et plongent une dague dans les mains de Jules. Terrifié, Kurt est lui aussi empalé dans le dos, mais il parvient à repousser l'un des zombies. Alors que la lutte devient plus intense, Jules tente de rejoindre son petit ami, mais un autre mort-vivant l'attrape et l'enchaîne. Pauvre Kurt, il ne peut que regarder avec horreur tandis que les monstres lui décapitent sa petite amie avec une scie. « Je te sauverai bien, mais... je ne sais pas où est mon marteau. » Quelques instants plus tard, les ingénieurs récitent une courte prière avant d'activer un mécanisme souterrain. Celui-ci draine le sang de Jules vers un réservoir en pierre caché sous terre. Dans la cabane, Marty fume un nouveau joint pour essayer d'oublier les voix qu'il entend. Ça ne va pas aider. Il décide ensuite d'aller uriner à l'extérieur, mais un Kurt couvert de sang apparaît et le ramène à l'intérieur. Kurt annonce au groupe que Jules est morte et qu'ils doivent barricader toutes les portes et fenêtres. Déconcertée, Dana refuse de lui obéir et ouvre la porte pour chercher son ami. Mauvaise décision. Elle se retrouve face à une vision horrifiante, le zombie de John Buckner se tient sur le perron et jette la tête coupée de Jules à l'intérieur. Dana pousse un cri d'horreur tandis que les garçons parviennent à refermer la porte. Kurt leur dit alors que, quoi qu'il arrive, ils doivent absolument rester ensemble. Ce n'est pas comme ça qu'on aime procéder. À ces mots, Gary appuie sur un bouton, libérant un gaz dans la cabane, ce qui altère leur jugement. Kurt inspire le gaz et change soudainement d'avis.
Il dit au groupe qu'ils devraient plutôt se séparer pour couvrir plus de terrain. Peu de temps après, un zombie défonce la porte d'entrée se défonce, forçant le groupe à se séparer et à se cacher dans leurs chambres respectives. Les ingénieurs appuient ensuite sur un autre bouton, verrouillant toutes les portes des chambres. Pendant ce temps, alors que Marty ferme une fenêtre, il fait accidentellement tomber une lampe. Il fixe la lampe brisée et découvre une minuscule caméra cachée à l'intérieur. Sous le choc, il tire un long câble caché dans les murs de sa chambre. Cela lui fait réaliser que ses soupçons étaient fondés, quelqu'un les observe. Malheureusement, avant qu'il ne puisse prévenir les autres, la tragédie frappe. La fenêtre derrière lui explose et le cadavre de John Buckner l'attrape et l'emmène dehors. Marty se bat de toutes ses forces pour sauver sa vie. Il frappe le zombie avec son thermos et parvient à créer une distance, mais le cadavre lance une dague qui se plante dans son dos. Le pauvre fumeur s'écroule au sol, hurlant à l'aide, mais ses supplications restent vaines. Le cadavre le traîne jusqu'à une tombe proche. Comme auparavant, les ingénieurs ouvrent la conduite souterraine et son sang est drainé vers le tombeau de pierre. Le sol tremble, preuve que les dieux acceptent le deuxième sacrifice. Pendant ce temps, Dana, piégée dans sa chambre, panique. Elle devient encore plus inquiète lorsqu'un mort-vivant se dirige vers sa fenêtre. Heureusement, Holden la sauve en brisant le miroir qui sépare leur chambre. Il l'attrape et la tire de son côté. Le duo commence immédiatement à barricader les fenêtres. C'est alors qu'il découvre une autre trappe cachée dans le sol. Il réalise qu'il n'y a aucune autre issue et s'engouffre dedans. Dès qu'ils atterrissent en bas, Dana fait une découverte terrifiante. Ils sont arrivés dans la salle de torture décrite dans le journal. Le duo commence à chercher une issue possible, mais soudain, un des cadavres attrape Holden à travers la trappe. Il le tire vers le haut, mais Dana parvient à l'arrêter en plantant un pied de biche dans son cou. Elle saisit ensuite un couteau à proximité et poignarde l'Indéade à plusieurs reprises, poussée par une fureur aveugle. À ce moment, une porte située dans le mur de la salle de torture cède sous la pression. Le duo se prépare à affronter une nouvelle vague de zombies, mais une surprise les attend. C'est Kurt qui fait irruption par la porte et les guide rapidement hors de la salle. Une fois à l'extérieur, ils sautent dans leur camping-car et Kurt prend le volant. Ils peuvent enfin échapper à cet enfer. Le scène change brutalement et l'on découvre que le Japon a échoué dans son sacrifice aux dieux. Désormais, c'est à Steve et Gary d'accomplir leurs offrandes humaines, coûte que coûte. Leur panique s'intensifie lorsqu'ils remarquent que le camping-car se dirige vers le tunnel de montagne. Gary se rappelle soudain que le chemin est toujours ouvert et réalise son erreur. L'équipe de démolition n'a pas lancé l'explosion à cause d'un problème technique. Il se rue alors vers le département des pyrotechniciens et résout lui-même le problème électronique. Gary lance finalement l'opération, et quelques instants plus tard, une explosion retentit au-dessus du tunnel. D'énormes rochers s'écroulent, forçant les survivants à faire marche arrière en toute hâte. Ils sont maintenant piégés, car le tunnel était leur seule issue. Cependant, ils remarquent qu'un gouffre les sépare d'un chemin de l'autre côté. Kurt élaborait un plan. Il prendra sa moto, qui est attachée à l'arrière du camping-car. Il compte sauter par-dessus le gouffre et courir jusqu'à la ville la plus proche pour demander de l'aide. Il recule, fait rugir le moteur et accélère à fond vers l'abîme. Pendant un instant, il semble que Kurt va atteindre l'autre côté sans encombre. Malheureusement, il percute de plein fouet un champ de force invisible. Il meurt sur le coup et est projeté dans un ravin avec sa moto détruite. Les deux amis restants hurlent de terreur et se précipitent vers le camping-car. Ils engagent alors une conversation tendue, où Dana avoue que Marty avait raison depuis le début. Quelqu'un les observe et contrôle leurs moindres mouvements. Ils ne s'échapperont jamais à moins de découvrir qui se cache derrière tout ça. Malheureusement pour eux, un des cadavres apparaît soudainement à l'intérieur du camping-car. Il plante une tige métallique dans la gorge de Holden, le tuant sur le champ. Terrifié, Dana hurle alors que le camping-car devient incontrôlable et s'écrase dans un lac proche. Tandis que le véhicule coule lentement, le zombie essaie d'agripper la jambe de Dana. Mais elle lui assène un coup de pied au visage et parvient à remonter à la surface. Dans le laboratoire, tous les employés commencent à célébrer dans une explosion de joie. Il s'avère que 4 sacrifices suffisent pour apaiser les dieux. La mort d'une vierge, en l'occurrence Dana, est facultative. Qu'elle vive ou qu'elle meure n'a aucune importance tant qu'elle souffre entre les mains des monstres. Pendant ce temps, Dana rampant jusqu'au rivage réalise que tous ses amis sont morts. Mais son calvaire est loin d'être terminé, car le zombie qui l'avait attaqué surgit du lac. Épuisée, elle reste allongée sur le dos tandis que la créature avance vers elle et commence à l'étrangler. De son côté, Gary s'approche de l'équipe de démolition et blague sur le fait qu'ils ont failli échouer à leur mission. Mais l'équipe insiste sur le fait qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre en raison d'une panne de courant. Il est évident que quelqu'un a saboté les câbles cachés sur le terrain de chasse. Soudain,
le téléphone de la salle de contrôle se met à sonner. Steve décroche. C'est la directrice du laboratoire, et elle a de mauvaises nouvelles. Un des étudiants, en dehors de Dana, est toujours en vie. Le rituel n'est donc pas encore achevé. Pendant ce temps, Dana est sur le point d'être poignardée, mais le zombie s'écroule soudainement derrière elle. C'est Marty qui l'a tué. Contre toute attente, il a réussi à survivre. Les deux amis prennent alors la fuite, et Marty conduit Dana dans une tombe cachée. À sa grande surprise, celle-ci s'avère être un immense tunnel. Les restes déchiquetés d'un des zombies gisent à proximité. Marty explique qu'il a réussi à tuer le monstre qu'il avait traîné ici. C'est aussi lui qui a provoqué la panne de courant mentionnée par l'équipe de démolition. Il montre ensuite à Dana un ascenseur caché sous la tombe. Il est maintenant clair que quelqu'un a envoyé ces zombies après eux. S'ils veulent s'échapper, la seule option est de descendre. Ils montent donc dans l'ascenseur, emportant avec eux un bras de zombie sectionné. Après quelques minutes, l'ascenseur les emmène dans un immense réseau de cachots. Les deux amis se retrouvent face à plusieurs types de monstres enfermés dans des cages de verre. En les observant, Dana fait une terrible découverte. Les responsables de tout cet épisode leur ont fait choisir le monstre qu'il allait affronter. Sans s'en rendre compte, en ramassant le journal, elle avait sélectionné les zombies, condamnant ainsi ses amis. Au moins, elle n'avait pas involontairement choisi des lutins. Dans la salle de contrôle, Gary envoie un agent de sécurité vers l'ascenseur. Il veut éliminer Marty pour compléter le rituel. Un peu plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et le garde se retrouve face aux deux survivants. Par chance, le bras du zombie attrape la jambe du garde, le distrayant. Le duo profite de l'occasion pour l'abattre et lui prendre son arme, ainsi qu'une dague qui se trouvait à proximité. Il s'échappe ensuite et se retrouve dans un couloir rempli de portes. Soudain, une voix féminine résonne dans le système de haut-parleurs. Elle leur ordonne d'abandonner et de se laisser sacrifier. Mais les survivants se cachent dans une salle d'opération juste avant qu'un groupe de gardes n'ouvre le feu sur eux. Dana remarque un système de commande à proximité et appuie sur un gros bouton rouge. Toutes les portes du couloir s'ouvrent, libérant une armée de monstres. L'escouade de sécurité est instantanément massacrée par les démons, qui s'éparpillent ensuite dans tout le laboratoire. De leur côté, Gary, Steve et Lynn se rendent compte que leurs défenses ont été dépassées et qu'ils n'ont plus aucune issue. Ailleurs, Dana et Marty sortent de leur cachette et s'échappent par un trou dans le mur. Dans la salle de contrôle, les monstres finissent par enfoncer la porte en acier. Steve tente de les tenir à distance avec une mitrailleuse. Pendant ce temps, Gary entre le code d'ouverture de la trappe de secours. Mais avant qu'il ne puisse fuir, une explosion retentit. Steve est propulsé dans les airs avant d'être dévoré par une créature marine hideuse. Heureusement, Gary parvient à ouvrir la trappe et s'échappe de justesse. Il traverse un couloir sombre, mais n'arrive pas bien loin. Il tombe sur Dana, qui lui plante une dague dans la poitrine. Marty lui tend ensuite l'arme à feu, et il pénètre plus profondément dans le tunnel. Ils aboutissent bientôt dans une chambre entourée de 5 tombeaux de pierre. C'est alors que la directrice du laboratoire se révèle et leur explique toute la vérité. Si le sacrifice n'est pas complété, les dieux qui règnent sur la terre se réveilleront et déchaîneront le chaos. Le soleil se lèvera dans 8 minutes. Si Dana veut sauver l'humanité, elle doit tuer Marty. Bouleversée, elle pointe son arme sur son ami. Marty la regarde, horrifiée, réalisant ce qu'elle s'apprête à faire. Mais avant qu'elle ne tienne la gâchette, un loup-garou surgit des ombres et la mord à la nuque. Sous l'effet de la douleur, elle recule et tombe près de la directrice. Marty se bat contre elle pour récupérer l'arme. Après un combat acharné, il vide son chargeur sur le loup-garou, qui s'enfuit en gémissant. Dana, bien qu'en sang, survit. Marty se tourne ensuite vers la directrice et la pousse dans le gouffre. Mais tous ses efforts ne servent à rien. Le rituel a échoué. Les deux amis s'assoient côte à côte et partagent une dernière cigarette. Le film se termine alors qu'une main géante surgit des profondeurs et anéantit le laboratoire.